Un monstre se réveille au milieu du Pacifique et ça va changer le monde entier. Les scientifiques du monde entier tirent la sonnette d'alarme car un monstre appelé El Niño s'approche de nous. D'après certaines prévisions, ce serait le plus puissant El Niño de tous les temps. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce que cela signifie pour les prix de nos aliments et pour la météo juste devant chez nous? Nous allons examiner cela de très près aujourd'hui, alors commençons tout de suite. Tout d'abord, désolé pour ce décor un peu étrange. Je suis actuellement en Carinthie, au bord du Wörthersee. C'est vraiment magnifique ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà venu ici ou si vous venez même de la région. Mais même en vacances, je ne voulais pas manquer de vous informer sur les développements actuels autour d'El Niño, car ils sont vraiment importants. Si vous appréciez cela, abonnez-vous directement à la chaîne. C'est gratuit et vous ne manquerez plus jamais une vidéo. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, un pouce bleu aide beaucoup la vidéo. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes. Ça devrait apaiser l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup, les amis. Bon, passons maintenant au monstre. Avant de regarder les conséquences possibles, remettons un peu les choses en contexte. Qu'est-ce qu'El Niño exactement? Ce nom qui vient de l'espagnol veut dire « petit garçon » ou, au sens figuré, « l'enfant Jésus ». Il a été inventé à l'origine par des pêcheurs péruviens qui observaient un réchauffement mystérieux de la mer, souvent vers Noël. En gros, ce terme décrit un réchauffement inhabituel de la surface de la mer dans le centre et l'est du Pacifique tropical. À première vue, ça ressemble à un phénomène régional, mais cette zone chaude de l'océan agit comme une sorte de domino climatique. L'air chaud s'élève au-dessus de l'eau réchauffée, modifie les courants atmosphériques, déplace les zones pluvieuses et bouleverse ainsi tout le système météo mondial. Le cycle global s'appelle ENSE pour El Niño Southern Oscillation. Et le professeur de météorologie Andreas Fink m'a expliqué cela un peu plus en détail lors de l'interview. La soi-disant oscillation australe, parfois aussi appelée oscillation méridionale en français, elle est connue depuis assez longtemps, depuis un demi-siècle environ, et elle décrit une oscillation de pression entre Darwin, qui est une ville dans le nord de l'Australie, et justement Tahiti. Et on a justement remarqué que normalement la pression est plus basse au-dessus de l'Australie et plus élevée au-dessus de Tahiti, mais cela peut aussi s'inverser. C'est effectivement le cas lorsque nous avons ce que l'on appelle un événement El Niño chaud. Je vais y revenir dans un instant. La composante El Niño est la composante océanique. L'oscillation de pression se situe dans l'atmosphère. Le phénomène El Niño décrit des changements dans les températures de surface de l'eau du Pacifique. Normalement, l'ouest du Pacifique est beaucoup plus chaud que l'est du Pacifique au large de l'Amérique du Sud, et pendant ces épisodes chauds, la différence diminue. Elle ne s'inverse pas, mais elle devient plus faible. Et avec ENSO, nous décrivons donc le système couplé, car l'océan et l'atmosphère sont interconnectés. Nous décrivons donc ce système couplé qui porte alors le nom d'ENSO et où, par exemple, grâce à ces variations de pression entre Darwin et Tahiti, nous pouvons effectivement suivre ces fluctuations de manière instrumentale depuis plus de 100 ans. Pour une phase El Niño ordinaire, il suffit déjà d'un écart d'un demi-degré pendant 6 mois. Pour un véritable super El Niño, il faut au moins 2 degrés d'écart. Et c'est justement ce seuil qui est en train d'être franchi ou qui l'a déjà été selon l'institut auquel on se réfère. Depuis 1949, on a recensé au total 19 épisodes El Niño, mais seuls 5 d'entre eux ont jamais franchi la barre des 2 degrés, celle d'un véritable super El Niño. On se retrouve donc actuellement dans une situation assez rare et assez extrême. Et pourquoi les médias ont-ils en plus donné à tout ça le nom d'un monstre de film japonais? Tout simplement parce que les analystes et les météorologues veulent dire avec le mot Godzilla qu'il ne s'agit pas d'un simple caprice météo, mais d'un événement aux proportions potentiellement historiques. Tim Stockdale, du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, va droit au but. Les modèles de prévision indiquent un El Niño extrême. À mon avis, on peut affirmer sans hésiter qu'on n'a encore jamais eu de prévision d'un El Niño aussi fort et constant dans les modèles. Ce serait une très grande surprise si ça ne devenait pas un El Niño record. Quand même les geeks des modèles météo, d'habitude si posés, utilisent des mots aussi forts, on sait qu'il se passe vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et l'agence météo américaine, la NOAA, estime à 81% la probabilité qu'on ait affaire, entre octobre et décembre, à l'un des phénomènes El Niño les plus puissants depuis le début des relevés en 1950. Tout cela semble très sûr, et c'est parce que nous avons franchi ce qu'on appelle la barrière du printemps. Qu'est-ce que c'est?
Je vais essayer d'utiliser une image simple tirée de la physique que certains peuvent peut-être s'imaginer. Tout d'abord, ce système que nous appelons un système couplé océan-atmosphère dans le Pacifique doit être dans un état tel que, si je le pousse un peu, il passe alors dans un autre état. Alors, je me le représente simplement ainsi. Vous avez une boule, oui, qu'il faut d'abord pousser par-dessus une petite colline avant qu'elle ne tombe vraiment dans un nouvel état, dans un autre creux. Et cette sorte de montagne, elle n'est suffisamment basse qu'au printemps pour que l'atmosphère, les vents, puissent justement mettre tout cela en mouvement. Si vous voulez, il y a alors quelques petites impulsions en janvier à cause des vents, puis en mars, et à un moment donné, nous savons que le système a franchi ce point. Il évolue simplement vers ce nouvel état, oui, mais auparavant, nous ne savons pas à quelle hauteur se trouve la barrière, ni si cet événement venteux est suffisant en termes d'amplitude. Donc, c'est vraiment très, très difficile à expliquer. Le temps et l'atmosphère sont justement des systèmes très chaotiques, mais cette barrière de prévision existe et eh bien, ce n'est qu'en avril, pour ainsi dire, que nous saurons si la petite impulsion a suffi à atteindre le nouvel état. Passons maintenant à la partie qui nous concerne tous directement, notre portefeuille. Les analystes de la banque Goldman Sachs estiment que cet événement pourrait faire grimper les prix mondiaux des matières premières agricoles de pas moins de 15,8%. Et le cabinet d'analyse Resilience prévoit même, dans un scénario extrême, une baisse de la production agricole mondiale de plus de 14%, ce qui représenterait des pertes de production équivalentes à environ 300 milliards d'euros. La région risicole d'Asie pourrait être particulièrement touchée, car le riz y est l'aliment de base par excellence pour des milliards de personnes et dépend énormément de la régularité des pluies de mousson. Joseph Balagdas, économiste agricole à l'université Purdue, explique. Si El Niño perturbe ces précipitations, la principale préoccupation ne concerne pas la disponibilité alimentaire mondiale, mais la sécurité alimentaire et l'accessibilité financière des denrées dans les pays où les ménages dépendent du riz produit localement. Dans ces régions, même une hausse modérée des prix peut avoir de graves conséquences humanitaires. Le Japon en fait aussi les frais. Là-bas, la chaleur inhabituelle empêche les grains de riz de se développer correctement pendant la maturation, ce qui fait baisser leur qualité. Ça a déjà entraîné des pénuries notables et une hausse des prix ces dernières années. Certains agriculteurs se tournent donc désormais vers des variétés de riz résistantes à la chaleur. Même ton café du matin pourrait bientôt coûter plus cher. Au Brésil, premier producteur mondial de café, l'association professionnelle ABIC a déjà revu à la baisse ses prévisions de récolte. Une chaleur excessive et des précipitations irrégulières pourraient faire chuter la production de cette année de près de 20%. Certes, de nombreux producteurs ont investi ces dernières années dans l'irrigation artificielle et des variétés de café plus résistantes, mais des floraisons irrégulières continuent de poser des problèmes de qualité et compliquent considérablement la récolte. Mais partout, l'ambiance n'est pas à la catastrophe. William Masters, professeur de politique alimentaire à l'université Tufts, a souligné au magazine Newsweek que si les conséquences pourraient être dévastatrices pour des millions d'agriculteurs et de personnes à faible revenu en Afrique et en Asie, elles devraient être nettement plus limitées pour les États-Unis et l'Europe grâce à la diversification des chaînes d'approvisionnement. L'économiste agricole Chris Barrett de l'université de Cornell confirme lui aussi que les stocks mondiaux de céréales sont actuellement relativement élevés après les bonnes récoltes de l'année dernière, ce qui offre une certaine marge de manœuvre au monde entier. Mais si la panique venait à s'emparer des marchés ou si certains pays limitaient drastiquement leurs exportations, cette marge de manœuvre pourrait être épuisée assez rapidement. Et d'autres changements pourraient aussi se produire. La probabilité de mois d'hiver exceptionnellement doux augmente dans les zones climatiques tempérées, tandis que les longues périodes de gel pourraient se faire plus rares. En même temps, les modèles climatiques prévoient un risque accru de semaines pluvieuses à la fin de l'automne et au début de l'hiver. Bien sûr, personne ne sait pour l'instant avec certitude si toutes ces prévisions se réaliseront vraiment, mais le consensus frappant entre les différents modèles météorologiques devrait au moins nous faire tendre l'oreille. De nombreuses chaînes d'approvisionnement en énergie, en engrais et en matières premières sont déjà sous pression. La hausse des coûts de production vient donc s'ajouter à une agriculture mondiale déjà mise à rude épreuve par les phénomènes météorologiques extrêmes. Même le secteur de l'énergie n'est pas épargné. Les analystes du cabinet de conseil Wood Mackenzie préviennent que les changements dans les régimes de vent, la baisse des niveaux d'eau et l'augmentation de la nébulosité pourraient nuire à la production d'électricité, qu'elle soit issue de combustibles fossiles ou d'énergie renouvelable. Les centrales hydroélectriques et les parcs éoliens en particulier sont très sensibles à ces variations. La hausse des coûts énergétiques finirait tôt ou tard par se répercuter sur les prix en supermarché. D'une manière générale, ce phénomène climatique suit un schéma qu'on connaît déjà grâce à d'autres phénomènes météorologiques extrêmes. Ceux qui ont peu sont généralement les plus durement touchés.
Les pays à faible revenu, fortement dépendants des importations, pourraient en souffrir de manière disproportionnée de la hausse des prix, tandis que les États riches, dotés de chaînes d'approvisionnement diversifiées, sont mieux à même d'amortir les fluctuations. C'est pourquoi les organisations internationales mettent déjà en garde contre une augmentation de la faim et de la malnutrition dans les régions particulièrement touchées si les programmes d'aide ne sont pas adaptés à temps. Nous pouvons donc retenir que le Godzilla El Niño n'est plus un simple phénomène météorologique, mais un événement aux conséquences économiques et sociales concrètes qui nous accompagnera au moins pendant les prochains mois. Que ce soit dans les rayons des supermarchés, dans les rizières d'Asie ou dans l'hiver allemand, ce monstre venu du Pacifique laisse partout ses traces. Et là, on pourrait se demander s'il ne serait pas possible d'atténuer artificiellement ce phénomène météorologique. Ça semble mégalomane, je sais, mais cette idée existe réellement. Une méthode possible pour atténuer un El Niño particulièrement fort est ce qu'on appelle le Marine Cloud Brightening. Dans ce cadre, des navires pulvériseraient de minuscules particules de sel marin dans les nuages bas au-dessus du Pacifique, afin que ceux-ci s'éclaircissent, réfléchissent davantage la lumière du soleil et refroidissent la surface de la mer en dessous. La chercheuse en atmosphère Sarah Doherty l'a expliqué un peu plus en détail lors d'une conférence. Pour ce qui est de l'éclaircissement des nuages marins, l'idée est donc la suivante. On injecte volontairement des aérosols de sel marin dans les nuages bas au-dessus de l'océan pour les rendre plus réfléchissants et ainsi refroidir le climat. Je tiens à souligner que ce principe a un effet plus diffus à l'échelle mondiale. Mais ce qui est important, c'est ça. On ne peut pas créer de nuages en éclaircissant les nuages marins. On prend des nuages qui existent déjà et on les rend un peu plus clairs, parfois peut-être même beaucoup plus clairs. Et on fait en sorte, dans certains cas, qu'ils persistent plus longtemps et qu'ils augmentent ainsi la réflexion de la lumière du soleil. Mais on ne peut pas créer de nuages. On ne peut donc le faire qu'à certains endroits. Il faut le faire là où il y a des nuages marins bas. Mais cette technique est encore loin d'être opérationnelle. Les systèmes de pulvérisation actuels seraient environ 100 fois trop faibles et la consommation d'énergie serait énorme. De plus, les experts mettent en garde contre des effets secondaires difficiles à évaluer. Un refroidissement trop important pourrait par exemple déclencher un méga La Niña extrême et provoquer ainsi de nouvelles catastrophes météorologiques. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce genre d'intervention artificielle sur la météo. Donc, dans l'ensemble, cela reste passionnant et je vous tiendrai bien sûr au courant. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pensez à mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et puisque nous parlons justement de phénomènes météorologiques étranges, en Australie, il pleut des boules métalliques. Plusieurs boules métalliques mystérieuses ont été découvertes sur une plage là-bas et on sait désormais qu'elles viennent de l'espace. Qu'en est-il vraiment de ces intrus cosmiques? Tu le découvriras dans la vidéo affichée en haut à droite. N'hésite pas à y jeter un œil pour voir les images originales des boules. En bas à droite, tu trouveras comme d'habitude un autre sujet autour de la science et de l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi, les amis.